Dans un monde qui change, nos modes de consommation se transforment. En rupture avec la notion de propriété, les consommateurs sont de plus en plus nombreux à se tourner vers le covoiturage, la location et le partage des biens. Des entreprises comme Autolib, Blablacar ou Deezer incarnent un nouveau modèle économique qui substitue l'usage à la consommation linéaire de produits. On passe de « j'achète »,« je consomme »,« je jette » à « je contracte »,« j'utilise »,« je rends ». On présente généralement cela comme de l'économie de la fonctionnalité. Cette nouvelle dynamique s'inscrit dans le contexte de la transition énergétique pour la croissance verte. Elle permet de lutter contre les gaspillages et de promouvoir l'économie circulaire. Avec elle, les modes de production, de distribution et de consommation évoluent, les ressources sont davantage préservées. Mais l'économie de la fonctionnalité, un concept encore neuf, ne se limite pas à cette approche locative et n'est pas réservée qu'aux grandes entreprises. Professeur de développement durable et d'entrepreneuriat, Christophe Sampels est aussi cofondateur d'un institut européen consacré à l'économie de la fonctionnalité. Avec d'autres spécialistes, à travers des clubs, il accompagne des dirigeants de PME dans le Nord-Pas-de-Calais et en région PACA pour les aider à changer de modèle économique. La grande majorité des modèles économiques sont construits sur des logiques volumiques. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour gagner plus, une entreprise doit vendre plus d'unités, de produits, de services. Dans les marchés saturés, c'est-à-dire des marchés qui sont pleins, cette quête de volume, elle mène à une impasse puisque les marchés, par définition, sont pleins. Et puis, quand on sait que nos ressources sont limitées et sont finies, forcément, des modèles qui consomment toujours plus de ressources nous mènent à une impasse en termes de consommation de ressources et de disponibilité de ces ressources. Donc, il faut se dégager des modèles volumiques. Pour se dégager de ce schéma classique, l'économie de la fonctionnalité change de logique. Elle n'est plus centrée sur le volume, mais sur la valeur. Ainsi, elle favorise la ressource immatérielle. Exemple, une entreprise ne va plus vendre une chaudière, elle ne va plus chercher à placer à tout prix son matériel. Elle va essayer de trouver la solution la plus intelligente pour offrir aux occupants, en fonction de la manière dont ils vivent et occupent leur bâtiment, le confort thermique qu'ils recherchent et dont ils ont besoin. Et donc on voit bien que ce qui va se jouer, c'est dans l'immatériel. Donc on n'est vraiment plus du tout dans une dynamique qu'on pourrait qualifier de marketing, mais à l'inverse, on est dans une relation au client, à l'usager, à l'utilisateur, qui est complètement revisitée. Comment ce concept se traduit-il au niveau des PME? Pour le comprendre, nous sommes allés à la rencontre de deux entreprises en région PACA. À Mougins, une entreprise de génie électrique se convertit à ce nouveau modèle. Une nécessité, car avec plus de 9 millions de points lumineux en France et la politique d'économie d'énergie, le marché de l'éclairage public arrive à saturation. Plus question de baser son activité sur le volume, il faut trouver une autre direction. Localement, on réfléchit depuis plusieurs mois, quelques années même, à un nouveau modèle. Qu'est-ce qu'on pourrait offrir à nos clients? Et là, on a réfléchi en disant, mais nos clients ne veulent quoi? Ils veulent pas un luminaire, ils veulent pas de l'électricité, c'est abstrait pour eux. Ils voulaient de l'éclairage, un bon niveau de confort, un niveau de performance, de la sécurité pour les usagers. Donc, on a décidé de présenter, de proposer à nos clients, essentiellement publics, un niveau de lumière, une mise en lumière, un niveau de confort, et pas de proposer simplement la vente d'un appareil. Ainsi, il ne s'agit plus de se battre sur les prix en livrant un maximum de luminaires bon marché, mais d'en garantir le bon fonctionnement et donc de s'engager sur une vingtaine d'années. On lutte aussi là contre l'obsolescence programmée. Pourquoi? Parce que quand on installe un luminaire de piètre qualité, on a une obligation, c'est la garantie de parfait achèvement de nos chantiers. C'est-à-dire en gros 1 à 2 ans maximum. Donc si on fait une installation juste pour faire 3 francs 6 sous, on va installer ce matériel et on sait que 2, 3, 5 ans après, on va devoir le remplacer. Et ça, c'est pas tellement écologique, c'est pas terrible comme démarche. Nous, on a plus axé ça sur de la pérennité de matériel, essayer d'installer quelque chose de durable et garantir ce fonctionnement pendant plusieurs années. Si ce changement n'a pas encore d'impact sur le chiffre d'affaires, il permet une autre façon de travailler, davantage basée sur les compétences des ressources humaines. Surtout, ce qu'il y a, c'est pas tellement la course aux chiffres, c'est l'intérêt qu'on peut porter au travail. C'est-à-dire qu'on a réussi à remotiver nos bureaux d'études, on fait de nouveau appel à leur intelligence et on n'a pas des ingénieurs qui se sont transformés en acheteurs comme les anciennes consultations publiques l'imposaient. Ce modèle économique implique également un nouveau type de relation avec le client. Avec la ville de Grasse, l'entreprise a passé un contrat de partenariat qui l'engage durablement
et lui demande de mettre en valeur le territoire. Car il ne s'agit pas de vendre uniquement de la maintenance de luminaires, mais de travailler sur la compréhension des lieux, des usages spécifiques des habitants et du flux de la ville. Et pour cela, le dialogue entre les partenaires est primordial. Le plus important, c'est la relation de confiance qui doit perdurer toujours. La capacité de l'entreprise d'entendre les attentes de la collectivité, de les traduire et que l'on puisse comme ça avoir ce lien régulier avec la volonté de se dire il faut diminuer les coûts de consommation et puis réfléchir pour apporter du mieux à chacun de nos concitoyens en termes de sécurité, en termes d'environnement. Grâce à ce partenariat, la ville réalise désormais 41% d'économie d'énergie tout en améliorant le service rendu. Cette dynamique coopérative permet de dépasser le simple cadre de la prestation de services énergétiques. On parle donc d'économie de la fonctionnalité et de la coopération. À 230 km de Grasse, Avignon. Ici, une autre entreprise, accompagnée par un club d'économie de la fonctionnalité, effectue elle aussi sa métamorphose. Nous sommes chez Isovation, une entreprise qui produit des emballages isothermes pour les produits de santé, le secteur alimentaire et celui du transport. Dès sa création, en 1990, l'entreprise a misé sur l'éco-conception grâce à la fabrication d'un matériau isotherme innovant, pliable et recyclable. Mais au bout de quelques années, l'innovation technologique se révèle insuffisante pour assurer la bonne santé de l'entreprise. Donc pendant très longtemps, on a été sur un schéma économique classique où les négociations se basaient essentiellement sur le coût et sur donc la valeur des produits que nous fabriquions. Mais cette valeur a été sacrément chamboulée puisque nos fournisseurs ne cessent d'augmenter leur prix de vente. De notre côté, nos clients ne cessent de nous demander de baisser nos prix de vente. On était donc pris dans un étau infernal, sans aucune valorisation, sans possibilité de réinvestir dans l'entreprise. Il fallait donc trouver d'autres ressources à monétiser au sein de l'entreprise. Ces ressources à monétiser, immatérielles, viennent principalement de l'expertise de l'entreprise. Les échantillons, le contrôle de la température pendant les trajets des produits, les rapports de validation du bureau d'études, autant de données qui sont valorisées. Ce changement de logique ne se fait pas qu'en interne, il implique aussi des partenaires extérieurs. Il a fallu aller monétiser des ressources immatérielles au-delà d'Isovation. Pour cela, il a fallu aller chercher des partenaires d'Isovation, spécialistes aussi de la chaîne du froid, tant dans le transport que dans le stockage. À partir de là, on ne parlait plus pour nos clients d'acheter une solution isotherme, mais on parlait d'une prestation qu'on allait fournir pour livrer d'un point A à un point B leurs produits type vaccin. De ce fait, la négociation du prix n'était plus sur l'achat d'une boîte, mais on était plus à vendre du froid à l'heure et au litre. En danger, il y a 2 ans, l'entreprise qui réalise la moitié de son chiffre d'affaires à l'export se porte mieux aujourd'hui. Les salariés, régulièrement consultés, jouent eux aussi leur rôle dans son évolution. Et les nouvelles valeurs de l'entreprise ont un impact sur son organisation qui devient plus souple. Entre nous, on est une petite équipe, on est soudés. Il faut charger un camion, il manque une personne, on va charger un camion. Il faut aider quelqu'un, on va le faire. Pour faire avancer l'entreprise, si on a un client qui a besoin de sa commande demain, on va tous se mettre à la faire pour qu'il ait demain. L'économie de la fonctionnalité permet d'améliorer beaucoup de choses au niveau humain. Au niveau de l'entreprise, les gens qui travaillent dans l'entreprise ne fabriquent plus des emballages. Ils connaissent l'usage qui sera fait des solutions qu'ils fabriquent. Ça, c'est très important. Ils ont un but, ils savent pourquoi est-ce qu'ils font ces emballages-là. Parce que les connaissances et les compétences ne sont pas dissociables des femmes et des hommes qui font l'entreprise, l'économie de la fonctionnalité remet l'humain au cœur de l'activité. Pour assurer le succès de la transition vers ce nouveau modèle économique, les dirigeants d'entreprise vont devoir s'en emparer. Dans ce changement, ils peuvent être guidés par des experts et des clubs d'économie de la fonctionnalité. Aujourd'hui, nous avons accompagné une centaine de dirigeants de PME. Alors 100, c'est pas beaucoup, mais 100, ça a le mérite d'exister. Et donc on a 100 dirigeants aujourd'hui qui ont engagé leur entreprise, leur tripes, leur âme dans ce modèle innovant. Au-delà des entrepreneurs, ce sont aussi des conseils régionaux, des organismes comme l'ADEME qui inscrivent l'économie de la fonctionnalité sur leur feuille de route. Publics et privés auront à travailler main dans la main pour assurer le déploiement du modèle. En fait, c'est comme si on installait une nouvelle carte mère, un nouveau logiciel, un nouveau code ADN dans la manière d'appréhender le monde des affaires. Et il est oxygénant.
ce nouveau mode de pensée. Il fait du bien aux gens et donc en fait il se l'approprie avec beaucoup de joie, beaucoup de bonheur et beaucoup d'envie. Donc je pense que partant de là, on peut faire confiance à l'intelligence humaine pour faire progresser ce modèle. Mais si le changement est possible, c'est surtout parce qu'il correspond à un besoin de consommer différemment, en particulier chez les jeunes. Aujourd'hui, un Français sur 2 se tourne vers des produits par abonnement et jusqu'à 61% des jeunes. Le citoyen, le consommateur, devient ainsi une partie prenante centrale de ce nouveau modèle.